Et l'invité de France Info ce matin est Sébastien Chenu, député du Nord, porte-parole du Front National, conseiller régional des Hauts-de-France. Yael Gauze. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Double agression en l'espace de 24 heures en région parisienne sur des policiers. Un gardien de la paix roué de coups hier soir à Aulnay-sous-Bois pour un banal contrôle sur un scooter volé. Et puis ce lynchage, on en a beaucoup parlé, filmé, diffusé sur les réseaux sociaux. Lynchage d'une policière à terre dimanche soir à Champigny. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb était hier soir au commissariat de Champigny pour soutenir les forces de l'ordre. C'est totalement déplorable parce que lorsque l'on s'en prend à une femme qui est à terre, je crois que c'est une conduite totalement inadmissible. Et évidemment, je l'aurais dit, puisqu'il y a un certain nombre d'images qu'une enquête serait menée et qu'on identifierait celles et ceux qui étaient coupables de cette agression. Et puis réaction très vive au sommet de l'État, Emmanuel Macron sur Twitter, force restera à la loi, honneur à la police et soutien total à tous les agents bassement agressés. Sébastien Chenu, on imagine déjà votre réaction de député frontiste, ça n'est pas à la hauteur du problème ? Non, mais quand vous entendez les propos de Gérard Collomb, je crois que c'est inadmissible, vous avez compris. Vous avez compris quelle était la logique de ce gouvernement. Non, moi je n'ai pas compris. Eh bien qu'il n'était en incapacité totale de prendre la mesure du problème. Moi je veux d'abord avoir une pensée pour les forces de l'ordre. Cette nuit de la Saint-Sylvestre ne s'est pas bien passée, contrairement encore à ce que dit Gérard Collomb. Il y a plus de 1000 voitures qui ont été incendiées, 500 interpellations, plus que l'an passé. Donc le ministre de l'Intérieur ne peut pas dire que la nuit de la Saint-Sylvestre se soit bien passée. Et les forces de l'ordre ont encore une fois été, évidemment, en premier lieu, en première capacité d'intervention, ont été les plus malmenés. Donc je vais avoir une pensée pour eux. Et le gouvernement ne prend pas la mesure de ce qui se passe dans notre pays. Oui, il y a des phénomènes de guérilla urbaine, oui, il y a une délinquance endémique dans ce pays, et rien n'est fait en face pour prendre la mesure, ni pour protéger nos policiers, ni pour leur donner les moyens d'accomplir leur mission. On va y revenir dans le détail sur les mesures. Il y en a, il y a les zones de sécurité prioritaire, de sécurité du quotidien, il y a également des moyens alloués, un budget de l'intérieur en hausse de 2% pour 2018. Mais sur les mesures concrètes, Marine Le Pen a réagi hier soir. Elle propose une présomption de légitime défense pour toutes les forces de l'ordre. Quelle est cette définition que vous donnez précisément ce matin à cette légitime défense ? Vous savez, c'était dans le programme de Marine Le Pen au moment des élections présidentielles. C'est-à-dire qu'il faut renverser la charge. Il faut faire en sorte que nos forces de l'ordre se sentent sécurisées elles-mêmes lorsqu'elles appliquent la loi. C'est-à-dire que cette présomption de légitime défense leur permette de faire en sorte d'appliquer leur fonction, leur statut dans toute la gamme de leurs possibilités. Très bien, mais elle existe déjà, cette présomption de légitime défense. Elle existe dans la gendarmerie, d'ailleurs. Il y a un projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée en février dernier. Non, ce n'est pas la présomption de légitime défense qui existe. Alignement du régime des gendarmes et des policiers. Ça, c'est différent. C'est ce qui existe dans la gendarmerie. La présomption de légitime défense, c'est-à-dire renverser la charge, indiquer que ce sont les forces de l'ordre qui sont maîtres et qui ont cette présomption de légitime défense, n'existe pas dans la loi aujourd'hui. D'ailleurs, nous l'avons proposé, ça a été refusé. Vous dites qu'il n'y a pas de prise de conscience au sommet de l'État du problème, justement, du malaise dans la police. Qu'est-ce que vous dites des zones de la police de sécurité du quotidien ? On va voir ce que ça donne. Nous sommes arrivés dans ce débat de façon assez ouverte et attentive. Ça va être testé dans 15 villes d'ici le début de cette année. Tout est bon à jeter, etc. Moi, j'ai l'impression que Gérard Collomb, si vous voulez, c'est à l'inverse de Christophe Colomb, il n'a pas de boussole. On ne sait pas le budget qui permettra à cette police de proximité de fonctionner. On n'en connaît pas ses missions, on n'en connaît pas les contours. Alors qu'est-ce qu'on va tester ? Si c'est pour faire de l'occupationnel, si c'est pour revenir aux années Jospin, faire de l'occupationnel, la politique des grands frères, etc., on n'y est pas du tout. Si c'est pour mettre des hommes sur le terrain pour assurer la sécurité des Français, d'accord, mais là, on se trouve face à un manque cruel. Il faudrait un manque combien de moyens de policiers supplémentaires ? Nous, on était favorables au moment des élections présidentielles. On souhaitait qu'il y ait au moins 50 000 policiers immédiatement de plus sur le terrain affectés à la sécurité des Français, au moins. On sait très bien que ça met un petit peu de temps. Entre le moment où on forme des policiers, où on les recrute, où ils sont sur le terrain, ça met quelques années. Mais les moyens qui ont été votés dans la loi de finances dernièrement ne permettront pas d'arriver à ce chiffre-là. 7 500 policiers sur 5 ans, si on suit le programme d'Emmanuel Macron. Vous voyez le niveau auquel nous sommes. Il n'y a donc pas de prise de conscience. Et puis, il y a la vétusté.
de nos commissariats, la vétusté des équipements. Moi, je suis élu de la circonscription de Denain. La première chose que j'ai faite en étant élu, c'est aller rencontrer les forces de l'ordre, la police à Denain, la police nationale à Denain au commissariat. Eh bien, écoutez, à part quelques coups de peinture, les policiers de France vivent dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Ça fait partie également de ce réarmement psychologique, physique qu'il faut de notre police. Bien, l'actualité aussi aujourd'hui, c'est l'installation de la collectivité territoriale unique en Corse, après le raz-de-marée nationaliste de décembre. Yael. Et cette interview brusque dans le Parisien du président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, qui estime que le gouvernement Macron connaît mal la question corse et qui dit ceci, parce qu'il va faire son discours intégralement en Corse cet après-midi, comme il l'avait fait en 2015. Le Corse est la langue de la Corse. On ne peut pas me reprocher de le parler. Il y a par rapport à cela une sensibilité toute parisienne. Est-ce que ça vous choque, ce discours intégral en Corse cet après-midi du président de l'Assemblée ? Oui, moi ça me choque. Je ne reproche pas aux Corses de parler corse. Pas du tout. Je crois même que c'est une richesse culturelle incroyable que d'avoir des langues régionales. Aucun problème avec ça. En revanche, on est dans la République. Et on a quand même le sentiment que le président de ce conseil exécutif cherche un peu à s'éloigner du cadre de la République française. Moi, je ne fais pas mes discours en ch'ti. Je veux dire, je suis dans la République française, j'utilise la langue française, c'est d'ailleurs dans notre Constitution, et je pense que c'est une provocation qui est regrettable, car ce n'est pas ainsi qu'on pourra traiter le problème corse à travers ce type de provocation. Est-ce que vous avez compris quel serait le rôle de Madame Corse, qui a été nommée par Emmanuel Macron, Jacqueline Gouraud, rattachée à Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur, son rôle dans la feuille de route qu'elle va avoir de dialogue avec eux? Est-ce que vous avez compris? J'attends qu'elle nous l'explique, parce qu'on a bien compris, et elle-même, je crois, était très étonnée d'être nommée Madame Corse, un beau jour, un beau matin. On a bien compris l'amateurisme ou l'incapacité à appréhender le problème qu'a le gouvernement. C'est-à-dire qu'on a nommé un lundi matin une Madame Corse, sans feuille de route, sans objectif, sans mission. Elle-même a été dans l'incapacité de l'exprimer. On attend évidemment qu'elle le fasse devant la représentation nationale. Vous restez avec nous, il est 8h40, voici l'essentiel de l'info avec Agathe Mahuet. À nouveau des troubles hier soir en Iran, au 5e jour d'un mouvement de contestation contre le régime d'Hassan Rouhani. La télévision d'État évoque 9 nouvelles victimes, dont un enfant. Les affrontements depuis jeudi ont donc fait au moins 22 morts. Téhéran promet d'agir en retour contre ce qu'elle dit être une petite minorité. Une nouvelle agression sur des policiers hier soir en Seine-Saint-Denis. Un agent a été roué de coups. Il venait d'effectuer un contrôle pour un scooter volé. De quoi amplifier la colère de la profession. Le soir du réveillon, déjà, 2 policiers avaient été frappés à Champigny-sur-Marne. Cette société de la violence ne saurait continuer à exister. Voilà ce que dit ce matin le ministre Gérard Collomb. Les promesses non tenues des vélos parisiens en libre service. Après le changement d'opérateur, le lancement des nouveaux Vélib partiellement électriques devait se faire cette semaine. Mais seulement 6% du parc attendu a pu être installé dans les temps. Et puis Carmen s'éloigne, la tempête quitte la France après avoir secoué la Corse et le littoral aquitain. En Vendée, une éolienne a même été arrachée près de la commune de Bouin. Le mât de 62 mètres de hauteur s'est effondré, sectionné au niveau de la base. C'est une première en France. France Info. Sébastien Chenu, député Front National du Nord, est notre invité ce matin. Yael Gauze. Les vœux d'Emmanuel Macron, on va revenir un petit peu dessus, suivis par plus de 11 millions de téléspectateurs. Alors c'est un peu moins bien que pour Nicolas Sarkozy et François Hollande. Des vœux pour fixer le cap et d'ores et déjà lancer la bataille des Européennes 2019. Il parle à ses chers concitoyens européens. J'ai besoin de votre détermination pour ce sursaut européen. Et j'ai besoin qu'ensemble, nous ne cédions rien, ni aux nationalistes, ni aux sceptiques. Est-ce que vous vous reconnaissez, Sébastien Chenu, dans cette citoyenneté européenne? Ici même, à ce micro, il y avait Éric Coquerel, député insoumis, qui récusait l'existence de cette citoyenneté européenne. Non, mais la citoyenneté européenne n'existe pas. La citoyenneté, elle est nationale. Nous sommes des citoyens français dans un monde et dans une Europe qui existe. Nous nous battons contre cette Union européenne. Et d'ailleurs, on nous en fait, nous, les militants du Front National, suffisamment payer le prix. Nous nous battons contre cette Union européenne qui ne donne pas satisfaction, qui opprime les peuples, qui est finalement la construction d'une Europe des puissants contre l'Europe des peuples. Mais Emmanuel Macron, dans ses vœux, finalement, réussit un exploit incroyable. Il réunit dans une même phrase, ou en tout cas dans un même discours, le pire de la gauche et en même temps le pire de la droite. C'est-à-dire qu'il prend ce qu'il y a de moins bon à gauche et ce qu'il y a de moins bon à droite pour en faire une politique absolument sans boussole, sans vision. On sent que ces élections européennes motivent aussi votre camp, d'ores et déjà. Marine Le Pen, dans ses vœux dimanche, écoutez. Dans le contexte de la mondialisation, le grand débat pour le pays, elle est désormais opposée, les mondialistes aux nationaux.
Les mondialistes qui veulent dissoudre la France dans la mondialisation en laissant les individus isolés dans cette tourmente économique, et les nationaux qui pensent que la nation est l'espace de solidarité et d'épanouissement le plus protecteur pour chacun d'entre nous. Alors voilà, les nationaux. Vous dites plus patriotes? Pourquoi? Parce que Écoutez, c'est une marque déposée par Florian Philippot? On peut dire patriotes, on peut dire nationaux. Vous savez, on nous a affublés de tellement de qualificatifs que nous les prenons tous, finalement, sans chercher à convaincre nous-mêmes du mot le plus juste. Simplement, ce que nous voulons dire, c'est que la nation est un concept formidable pour conquérir le monde. C'est pas du tout l'idée du repli, c'est pas du tout l'idée des barrières, l'idée des barbelés. C'est la capacité à se dire qu'en France, nous avons des forces incroyables pour conquérir le monde. Et qu'en cela, nous ne pouvons pas accepter une Union européenne qui ne cherche finalement qu'à nous priver de nos libertés. Dans tous les domaines, le domaine de la loi, le domaine de la frontière, ce ne sont pas des concepts négatifs. Oui, mais la Florian loi et la Philippot, frontière. l'ancien frontiste, en tire les conséquences. Lui, il est cohérent, c'est Frexit. Vous faites trancher cette question-là par vos militants. Non, on ne fait pas trancher cette question-là par nos militants. Dans le questionnaire on consulte nos militants pour savoir si la sortie de l'Union européenne doit être primordiale, immédiate, etc. La sortie de l'euro doit être la première chose qu'on fait si on est élu. Nous pensons qu'il y a un scénario qu'il faut proposer aux Français en cohérence. Ce scénario, il est sur 5 ans, dans lequel les Français, à chaque étape, valideraient l'étape suivante par référendum, c'est-à-dire récupération du contrôle de nos frontières. Et en ce cas-là, déjà, l'Europe change considérablement de visage. Si nous récupérons nos frontières, c'est valable pour nos voisins également. Quand on entend Marine Le Pen, dans ses vœux, parler de cette bataille des nationaux contre les mondialistes, on se dit, tiens, elle a peut-être envie d'aller au combat, d'aller au charbon, d'être la tête de liste aux élections européennes. C'est le cas? Vous le souhaitez? Marine Le Pen serait probablement, et si j'en crois les sondages d'ailleurs, la meilleure tête de liste du Front National aux élections européennes, probablement. Simplement, elle a indiqué elle-même qu'elle avait été élue députée française à l'Assemblée nationale et que par conséquent, elle ne souhaitait pas retourner siéger au Parlement européen, elle souhaitait aller jusqu'au bout de son mandat à l'Assemblée nationale. Quel plan B alors? Quel plan B? Il y a beaucoup de talent, vous savez, dans la maison, il peut y avoir des surprises également. Par exemple, Louis Alliot, ce serait une option? Non, mais Louis Alliot est député français à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez des surprises? Quelqu'un qui ne serait pas forcément politique? On peut imaginer des tas de choses. Moi, j'ai fait des suggestions à Marine Le Pen. On est en train de rencontrer... Société civile? Mais pourquoi pas? Vous savez, nous sommes en capacité... On est entre nous, là. Voilà, un petit peu, oui. Nous sommes en capacité d'attirer à nous, d'agréger à nous des gens qui ont la même conception que nous du rôle de la nation et du rôle de l'Europe. Par conséquent, il ne faut pas forcément être adhérent du Front National pour mener la liste du Front National, même si elle sera évidemment composée de multiples personnalités du Front National qui iront défendre les intérêts de notre pays à Bruxelles. On parlait de Louis Alliot il y a quelques instants, mis en examen juste avant Noël pour abus de confiance dans l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires des eurodéputés FN à Bruxelles. Ça commence un peu mal, cette bataille des Européens? Non, mais vous savez, on nous fait payer le prix d'être les opposants à l'Union européenne. Et en tout cas, à cette Union européenne-là. Ça fait un certain nombre d'années que nous nous opposons à cette Union européenne. Eh bien, les mesures de rétorsion nous tombent dessus régulièrement. On nous fait tous les procès. Je note que le MoDem subit à peu près les mêmes histoires que nous, mais avec moins d'acuité. C'est-à-dire que pour l'instant, la procédure est un peu endormie. Mais pour nous... La justice est manipulée? Je ne dis pas que la justice est manipulée, je dis simplement que l'Union européenne, à travers son bras armé, l'OLAF, qui n'est pas un organisme indépendant, qui est une structure administrative qui déclenche des enquêtes, eh bien, répond à une volonté politique de l'Union européenne de nous faire plier le genou. Nous n'acceptons pas cette persécution judiciaire. Autre temps fort des vœux, Emmanuel Macron qui a réexpliqué sa doctrine en matière de politique migratoire. Voilà, ce sera fermeté pour les migrants économiques, humanisme et accueil pour les demandeurs d'asile. Et ce sera le projet de loi Asile-Immigration, gros morceau de cette année 2018. Est-ce que vous êtes catholique, Sébastien Chenu? Je ne vois pas en quoi ça peut regarder qui que ce soit. Vous le disiez récemment, vous êtes catholique, peut-être pas oui, non, mais pratiquant. c'est une question d'ordre privé. Est-ce que vous défendez les racines chrétiennes de la France? Oui, non, mais moi, si vous voulez, je suis politiquement un républicain convaincu. Je crois que personne ne pourra jamais me faire ce procès. Mais je considère que la France est née avant la République, qu'elle est un héritage culturel immense dont l'Église catholique fait partie, évidemment. Il n'y a pas de honte à dire que vous êtes catholique. Non, mais je veux dire, c'est une question d'ordre privé. Je ne mélange pas ma conception, mon rapport à la spiritualité et puis le jeu politique. Parlons spiritualité, je vais y arriver. Écoutons ce que disait le pape François hier à Rome devant 40 000 fidèles. Pour cette paix qui est un droit pour tous, beaucoup de migrants et réfugiés sont disposés à risquer leur vie dans un voyage qui la plupart du temps est long et dangereux. Ils sont prêts à supporter la fatigue et la souffrance.
S'il vous plaît, n'éteignons pas l'espérance dans leur cœur. Ça vous laisse indifférent ou ça vous interpelle, le pape François, chef de l'Église catholique, qui en appelle à la solidarité des États vis-à-vis de migration inévitable? Non mais jouer sur la corde sensible, comme vous le faites, en me demandant si ça me laisse indifférent, évidemment non, je suis un être humain, je ne suis pas indifférent aux difficultés que peuvent traverser un certain nombre d'êtres humains sur cette terre, et il y en aura toujours. Comment voulez-vous qu'un homme qui souffre, qui n'a rien à manger, etc., ne cherche pas à s'en sortir? Ok, ça évidemment, je peux le comprendre. Simplement, les politiques que nous mettons en place ne peuvent pas continuer en ce sens. Pourquoi? Nous ne pouvons pas accueillir l'ensemble des migrations qui vont continuer à être exponentielles durant les années à venir. Et là, vous êtes raccord avec Emmanuel Macron là-dessus? Vous trouvez qu'il a la bonne Non, doctrine? mais non, parce que c'est un double discours. On nous a fait voter 300 millions d'euros de plus pour accueillir les migrants cette année au Parlement. 300 millions d'euros de plus. Et de l'autre côté, inversement, on nous a fait voter, nous avons voté contre, nous, les députés Front National, 7 millions d'euros de moins pour lutter contre l'immigration clandestine. Et après, vous avez le président de la République qui vient faire des beaux discours. La réalité, c'est qu'il ne s'attaque pas à plusieurs choses. D'abord, le frontalier. Je l'ai dit, on va peut-être pas revenir dessus, mais en tous les cas, vous savez très bien que tant qu'on sera dans Schengen, tant qu'on ne maîtrisera pas nos frontières, on ne pourra pas y répondre. On ne s'attaque pas à cet immense chantier qui est l'aide au développement. Nous avons proposé pendant les présidentielles de passer cette aide au développement à 0,7% du PIB. On est à 0,3%. Pas un centime de plus cette année dans le budget Macron. Tant qu'on ne touchera pas au chantier de l'aide au développement, on sera condamné à supporter ça. Et puis dernière chose, les pompes aspirantes que constitue l'aide médicale d'État, etc. dans notre pays. Vous dites qu'on ne peut pas accueillir tous les migrants. On peut en accueillir combien? Non mais je crois qu'il faut arrêter avec l'immigration. 67% des Français... Vous dites zéro. Oui, mais moi je crois qu'il faut arrêter. Il faut arrêter et puis garder à travers un droit d'asile réformé. Arrêter, ça veut dire zéro? Non mais arrêter, ça veut dire zéro, oui. Arrêter, garder à travers un droit d'asile réformé l'accueil des personnes qui sont persécutées pour des raisons politiques. Réformé parce que ce droit d'asile, aujourd'hui, il est contourné, détourné, utilisé à des fins économiques et qu'en plus, 96%, je crois, des déboutés du droit d'asile restent sur notre territoire. Donc il faut tout revoir de fond en comble. Donc les gens qui fuient leur pays pour des raisons politiques, oui, pourraient être accueillis. Je l'ai dit. Les Syriens. Le droit d'asile, un certain nombre de Syriens, à condition de revoir ce droit. Parce qu'il faut que ça rentre dans des critères qui aujourd'hui sont très flous. Aujourd'hui, on sait très bien que dans toutes ces filières de demandeurs d'asile, il y a des immigrés qui viennent pour des raisons économiques. Mais nous ne solutionnerons cela qu'à partir du moment où nous comprendrons que les Français ne souhaitent plus d'immigration dans notre pays. C'est un sondage assez fort, je crois, qui est sorti il y a quelques jours, qui montre qu'une large majorité de Français souhaitent que tout cela s'arrête. Nous n'avons pas les capacités assimilatrices dans notre pays. Vous restez avec nous, 8h50, l'essentiel de l'info, Agathe Mahouet. Le discours attendu cet après-midi de Gilles Simeoni, réinvesti à la tête de l'Assemblée locale, mais dans la toute nouvelle collectivité territoriale de Corse. On entendra parler français et corse à la fois de façon naturelle et apaisée, promet ce matin l'élu nationaliste. Il avait été critiqué en 2015 pour n'avoir discouru qu'en Corse lors de sa précédente investiture. Gérard Collomb lui appelle à briser la mécanique infernale qui est à l'œuvre selon lui dans certains quartiers populaires. Le ministre de l'Intérieur s'exprime après 2 agressions de policiers en Île-de-France. Sur France Info, la présidente de l'association des policiers en colère dénonce de son côté un manque d'effectifs total face à des agressions qui se multiplient. De nouvelles victimes en Iran, 9 morts hier soir d'après la télévision d'État dans la région d'Ispahan après des troubles. Depuis jeudi déjà, 13 autres personnes avaient été tuées dans ces protestations contre le régime d'Hassan Rouhani et contre les promesses économiques non tenues. Et puis Time is up, c'est terminé. Les femmes se mobilisent à Hollywood pour agir concrètement contre le harcèlement sexuel dans leur milieu comme dans d'autres métiers. Plus de 300 personnalités du cinéma lancent un fonds pour soutenir en justice les femmes victimes. Plus de 13 millions de dollars ont déjà été récoltés. France Info. Sébastien Chenu, député du Nord, porte-parole du Front National et l'invité de France Info ce matin. Yael Gauze. Le Front National en pleine refondation et dans ses vœux, Marine Le Pen, elle en parle avec beaucoup d'enthousiasme. Écoutez. 2018, année sans élection, sera pour nous une année de travail, de remise en ordre et de refondation. Une grande et belle refondation à laquelle je vous invite tous, d'où que vous soyez.
On met les sous-titres, Sébastien Chenu, si cette refondation est ratée, si elle n'est pas belle, comme le dit Marine Le Pen, ça veut dire que sa candidature en 2022 est hypothéquée? Non, mais nous partons du principe inverse. C'est que nous nous lançons dans un travail incroyable, le premier depuis la création du Front National, qui est de tout mettre sur la table et de voir comment nous pouvons aller plus loin pour convaincre les Français de la justesse de nos propositions. Meilleure candidate pour 2022, Marine Le Pen? Oui, je pense, oui. Toujours. Oui, largement. La plus expérimentée, la plus solide, celle qui a une vision pour le pays. Oui, je pense que Marine Le Pen est de loin la meilleure candidate pour 2022. Qu'elle peut surmonter cet handicap du bien départ sûr, de tour qui a bien sûr. heurté Et vos d'ailleurs, militants. en réalité, il est déjà surmonté. J'ai peu l'habitude de me référer aux sondages, mais je ne vais pas m'en priver lorsqu'ils sont si bons. Tous les sondages qui ont été faits dernièrement, que ce soit pour les élections européennes, un remake des présidentielles ou sur les codes de popularité, indiquent que l'attachement qu'ont un certain nombre de Français à Marine Le Pen est authentique. Et que Marine Le Pen est aujourd'hui probablement la mieux armée, la mieux outillée pour pouvoir partir à la conquête du pays en 2022. Dans un deuxième tour, elle ne serait pas élue présidente dans les sondages que vous citez. Non, mais aujourd'hui, nous avons 5 ans devant nous. Pourquoi nous faisons cette refondation? Parce que nous considérons que nous avons fait la moitié du chemin, 35%, un score incroyable. Qui aurait pensé, sincèrement, il y a quelques années, qu'un électeur sur 3 qui se soit déplacé ait voté pour Marine Le Pen? 35%. Alors, si tout va bien, Donc, Sébastien non, Chenu, on ne il nous change manque rien. 15%. Mais non, la preuve, il nous manque 15% de Français qui, en pouvant adhérer à notre proposition, nous permettront d'appliquer notre programme. Le logo, la flamme, le FN, ça restera en l'état? Ça, c'est la communication, c'est l'image. Nous avons proposé à nos adhérents de se prononcer là-dessus, sur le nom, sur le logo, etc. Votre intime C'est à eux de conviction, choisir. Moi, je crois qu'on peut aujourd'hui aller vers un nouveau nom. L'histoire peut se poursuivre avec un autre nom qui permettrait de montrer que nous venons de quelque part et nous allons vers un ailleurs. Lequel? Je fais des propositions Allez-y. comme chaque militant. Votre proposition non, ce matin. Écoutez, Il y aura toujours Front, il y aura toujours National. Mais on va rien s'interdire. D'accord. On va rien s'interdire. Congrès à Lille, le 10 et le 11 mars. Avec une figure historique du Front, son fondateur Jean-Marie Le Pen, qui voudra à nouveau s'inviter. Ça, c'est le folklore familial qui continue? Non, mais ça, je crois que sincèrement, on touche à la fin de tout cela. Nous allons bâtir de nouveaux statuts, nous allons refonder le mouvement, et je crois que nous allons sortir de cette période qui a été compliquée et sur laquelle il n'y a pas grand-chose à dire en réalité. Mais vous avez un autre problème à gérer, c'est le problème Florian Philippot. Pour moi, c'est un parti politique comme les Républicains, le Parti Socialiste, En Marche, la France Insoumise ou d'autres. C'est un adversaire politique. Là, nous serons présents aux deux élections, les deux premières législatives partielles du 28 janvier dans le Val d'Oise et territoire de Belfort. Nous aurons des candidats ou des candidates là-bas. Il y aura, j'imagine, des candidats En Marche, Front National, France Insoumise et quelques autres Républicains. Mais ce seront des adversaires politiques. Adversaire politique, c'est comme ça que Florian Philippot, invité de Jean-Michel Apathy la semaine dernière, qualifie le Front National. C'est un adversaire pour vous ? Écoutez, moi je ne sais pas, moi je cherche plutôt à faire la politique pour réunir les gens, c'est ce que je vous expliquais d'ailleurs il y a quelques instants, pour réunir les gens autour d'une offre politique, pas pour les exclure. On verra bien ce que Florian Philippot pèse, et ce que son mouvement pèse. Aujourd'hui ils ont 0 élu. 0 élus sous ce label des Patriotes, c'est une association. Non, personne n'a été élu. Le député José Évrard. Personne n'a été élu sous ce label. Ce sont des candidats du Front National qui ensuite ont trahi le Front National. On va voir combien pèse effectivement la formation amicale, associative de M. Philippot lors des législatives partielles. Ce sera toujours intéressant. Avec Nicolas Dupont-Aignan, ça y est, une alliance est nouée. On sait qu'il y a eu un partenariat évoqué au mois de décembre. Pour la suite, pour les élections européennes notamment, c'est le cas? Non, je crois qu'avec Nicolas Dupont-Aignan, nous avons des convergences de vues en ce qui concerne en particulier notre capacité à lutter contre l'Union européenne et à faire une autre proposition aux Français en ce qui concerne l'Union européenne. Est-ce que cela va aboutir à travers des listes communes ou des listes chacun sous nos couleurs? Eh bien, ça fera partie de la discussion. C'est un peu tôt. Chacun est très attaché à sa liberté. Nicolas Dupont-Aignan a créé un mouvement auquel il est attaché. Marine Le Pen est présidente d'un grand mouvement français auquel elle est attachée. Ils sont en capacité de se parler. Heureusement d'ailleurs, Nicolas Dupont-Aignan a été courageux. Il a soutenu Marine Le Pen au second tour des présidentielles. Nous aimerions, pourquoi pas, qu'on puisse continuer l'aventure ensemble. Voilà, on est en train de discuter, ça fait partie des choses. On parle à tout le monde, nous. Vous avez un profil intéressant, Sébastien Chenu, au sein du Front National, parce que vous venez, vous, de l'ex-UMP. Vous aviez même fondé Guélib à l'époque sous Nicolas Sarkozy. Est-ce que aujourd'hui, ça vous donne encore plus envie de travailler avec Laurent Wauquiez? Non, pas vraiment. Parce que Marine Le Pen a tendu la main à Laurent Wauquiez. Oui, non, mais vous savez, c'était une sorte de piège pour démasquer l'adversaire politique qu'est Laurent Wauquiez. Le problème avec les Républicains... C'était pas sincère, cette proposition. C'était une proposition en lui disant... Non, mais c'était justement pour démasquer son insincérité à lui, en lui disant, si vous êtes d'accord avec nos propositions... Il faut mettre les sous-titres venez. quand vous faites des choses comme ça. Vous savez que ça a bien marché. Vous savez que ça a bien marché. Immédiatement, Laurent Wauquiez nous a dit, ah non, pas du tout. Non, Laurent Wauquiez et les Républicains ont un problème, c'est qu'ils sont illisibles. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un Français
peut nous dire ce que les Républicains pensent sur l'Union européenne, sur la loi travail. Est-ce qu'un Français peut nous dire ce que pense Marine Le Pen de l'Union européenne? Parce que nous, on n'a toujours pas compris. Depuis le deuxième tour de l'élection présidentielle. Pour le coup, je crois que c'est un marqueur très fort chez nous. Nous y sommes très opposés à cette Union européenne. On nous le fait suffisamment payer. On nous le reproche assez. Au point de sortir de l'euro, au point de sortir de l'Union européenne. Être opposé à l'Union européenne peut prendre plusieurs formes. Nous sommes opposés à l'Union européenne. Mais est-ce que les Républicains ont un cap? Qu'est-ce qu'ils pensent de la loi travail? Que pensent-ils de l'Union européenne? Chacun chez soi pour l'instant, si on résume. LR, FN, chacun chez soi. Juste un mot. Ils ont au pouvoir supprimé, c'est les syndicats de police qui le rappelaient, 15 000 postes. Et aujourd'hui, ils viennent nous dire qu'il faut davantage de postes de force de l'ordre. Donc, si vous voulez, d'un il y a mot, un chacun problème chez soi. de colonne LR, vertébrale. FN, chacun chez soi. Non, moi je crois que les militants, les adhérents, les électeurs des Républicains sont les bienvenus au Front National. Merci beaucoup, Sébastien Chenu. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.